Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Like a Boss. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité mon collègue, mon associé, Rémi Mouzembo, le CEO d'Oriem, une agence de communication digitale. Euh, Rémi, c'est quelqu'un qui est toujours présent dans mes événements, qui est assez accessible, qui est facile à embarquer dans des projets. Donc vraiment, je suis très content de l'avoir ce soir. Il va vraiment nous partager son expérience, son parcours, lui donner quelques conseils aussi pour qui sait améliorer votre communication. Il va nous parler de ce qu'il fait, de comment il a vécu aussi la crise et plein d'autres choses que je vais vous laisser découvrir. Alors sans plus tarder, je vais mettre Rémi à l'écran. Alors, bonsoir Rémi, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir Christian, ça va très très bien. Ça va très bien. Content de t'avoir ce soir. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es vraiment quelqu'un qui, si je peux résumer, tu es vraiment dans la même longueur d'onde que moi. Donc c'est assez facile de faire des projets avec toi parce qu'on se complète assez bien et assez facilement. Et vraiment, encore une fois, content de t'avoir. Et comment s'est passée ta journée? Écoute, très bien. Un samedi très famille. J'ai passé la majorité du samedi ici avec la famille, donc c'était très agréable. On a brunché ensemble, on a passé une grande partie de l'après-midi ensemble, donc c'était vraiment cool. Ah bah super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? Alors, qui je suis, comme tu l'as dit, je m'appelle Rémi Mouzembo, j'ai maintenant 32 ans déjà, et voilà, j'ai la chance de diriger ma propre agence alors on appelle ça, pardonne-moi le jargon, du branding, du marketing et de la communication, les 3 aspects. Donc voilà qui je suis. Ce que je fais, c'est que j'ai la chance de travailler dans cette, structure-là et ce qu'on fait principalement, c'est fournir, à des entreprises, le moyen de se faire connaître. Alors se Mhm. faire connaître comment? Généralement, une entreprise veut se faire connaître pour plusieurs raisons. Ça peut être tant parce qu'elle a besoin de développer son image de marque. Ça peut être aussi parce qu'elle a besoin de lancer un nouveau produit. Ça peut être aussi parce que, voilà, elle veut se repositionner par rapport à différents concurrents et nous, ce qu'on va leur fournir, c'est, un apport en termes de branding, de marketing et de communication, comme je le disais, qui va généralement prendre 2 aspects. Un aspect, au départ très stratégique. En gros, on va leur donner on va d'abord bien comprendre qui ils sont. On va identifier, leurs problèmes et leurs objectifs et puis on va leur fournir des recommandations. Voilà, on va leur dire, «Vous devriez faire plutôt ci, plutôt ça», et dans quel ordre, avec aussi une perspective de temps. Parce que ça, les patrons aiment bien savoir, «OK, d'accord, je vais pouvoir arriver à tel objectif, mais j'ai besoin de savoir si ça va me prendre, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans». Ça, c'est ce qu'on leur fournit et puis dans un second temps, on réalise et on crée, tout ce qui est important pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Donc pour certains, ça va être, de refaire l'ensemble de leur communication digitale, par exemple. On parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle beaucoup des sites internet, mais pour d'autres, ça va parfois être uniquement de repenser leur image, graphique, donc de refaire leur logo, de refaire leur charte graphique. Pour d'autres encore, ça va être de penser différemment leur campagne de publicité. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai la chance de faire aujourd'hui comme travail et par la grâce de Dieu, puis ça se passe plutôt bien. La structure grandit, les entreprises pour lesquelles on travaille aussi, les projets aussi, donc tout grandit assez vite et je suis vraiment très, très heureux et très reconnaissant que ça se passe comme ça. Et puis, d'où je viens? Un peu, un peu spécifique comme question pour faire essayer d'aller, droit au but, peut-être qu'on ira dans le détail, par après. Moi, à la base, j'ai grandi dans une petite ville que certains connaissent s'ils ont été étudiants, qui s'appelle Louvain-la-Neuve. On s'y est, notamment croisés et je pense que c'est là que tout est né. Et puis je suis allé dans la région namuroise. J'ai commencé à travailler, là-bas, puis j'ai travaillé un peu à Mons, dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec le marketing et la communication, mais j'étais toujours attiré par ce secteur-là. Et Mhm. puis on va dire qu'un concours de circonstances m'a permis de me lancer là-dedans, à Charleroi.
dans une structure et avec des associés à l'époque. Et puis, parce que la vie est faite de rencontres et de chemins qu'on partage et puis qu'on ne partage peut-être plus. J'ai décidé de me lancer moi seul dans ma structure qui s'appelle Doriem et qui est née à Namur et qui existe maintenant depuis 3-4 ans et qui est maintenant à Bruxelles puisque je suis un Bruxellois maintenant et que j'ai la chance d'exercer principalement ici. Donc voilà à peu près qui je suis, ce que je fais et d'où je viens. Super. Et tu as un peu parlé de ta famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta famille? Alors ma famille, ça dépend comment on voit les choses, mais je suis l'aîné d'une grande famille. On est 5 enfants, Mhm. 3 garçons, 2 filles, à qui je passe le coucou si ils voient ce live maintenant ou peut-être plus tard. Parents unis depuis plus de 30 ans maintenant, 33 ans si ma mémoire est bonne, qui se sont mariés à l'époque en République démocratique du Congo. J'ai dit je suis le fils aîné, mais voilà, ça a toujours été plutôt facile puisque mes frères et sœurs voilà, sont très gentils, très bien éduqués. On a vraiment la chance d'avoir des parents qui nous ont inculqué pas mal de principes, portés aussi par la foi. C'est important de le noter et on vit chacun nos histoires professionnelles dans notre coin. Alors, c'est un peu bizarre parce que personne ne fait le même métier. Moi, je suis dans le market et la com. Ma sœur est juriste. Mon autre petit frère travaille dans les transports ferroviaires. J'ai un autre petit frère qui, lui, est plus dans quelque chose qui ressemble un peu à moi, l'entrepreneuriat, mais lui, événementiel. Et j'ai ma toute petite sœur qui termine ses études de droit à Louvain-la-Neuve. Donc voilà, on a des parcours très différents, mais on est très unis. Je suis vraiment très heureux d'avoir une famille aussi unie. Et voilà, que Dieu les préserve le plus longtemps possible. Et puis, je suis marié. Ça, c'est aussi important à noter. Je suis marié, j'ai une femme avec qui tout est facile, tout est simple. Et je pense vraiment que j'ai été immensément béni aussi à ce niveau-là. Génial, génial. Et comment ça t'a pris en fait l'entrepreneuriat? Enfin, quelle est ta définition de l'entrepreneuriat, justement? Alors, définition d'entrepreneuriat, je pourrais en donner beaucoup, mais peut-être pour aller à l'essentiel, je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui imagine des solutions. Enfin, c'est quelqu'un qui identifie des problèmes, Mhm. imagine des solutions et se lance avant d'être totalement sûr que sa solution va marcher, convaincu qu'il trouvera les moyens qu'elle marche sur la route. Pourquoi je le vois comme ça? Parce que être entrepreneur, c'est d'abord identifier un problème. Je pense que c'est la première étape. Euh, alors, parfois, on réinvente pas la roue, hein. Parfois, c'est un problème que d'autres ont identifié avant nous. Mais c'est d'abord identifier un problème. Si on ne voit pas un problème, si on ne constate pas un problème, on peut pas être entrepreneur pour moi. C'est Mhm. en tout cas ma manière de voir les choses. Ensuite, c'est proposer sa solution. Encore une fois, sa solution peut être une réadaptation d'une solution existante ou une solution qu'on a tout à fait créée de zéro. C'est vraiment, comment je vais dire, ça dépend vraiment du secteur dans lequel on se positionne. Et puis à un moment, quoi qu'on veuille, il faut se lancer. Alors on peut se poser un milliard de questions, ça va marcher, pas marcher, comme je voudrais, où je voudrais. On peut se poser un milliard de questions. La vérité, elle est simplement que l'on ne sait jamais tant qu'on se lance pas. Et donc c'est vraiment ces 3 notions-là: identifier un problème, proposer une solution et puis se lancer, convaincu qu'on trouvera sur la route de ce qu'on aura initié, les solutions aux problèmes qui se présenteront et que les choses s'affineront avec le temps, que la solution qu'on a peut-être pensée au départ s'améliorera aussi avec le temps et qu'on peut être utile aux gens. Voilà, c'est ma manière de définir l'entrepreneuriat. Ok, nice. Et du coup, par rapport à Dorian, alors qu'est-ce que toi tu veux proposer? Parce que tu as donné la définition enfin, de ton entreprise, mais qu'est-ce que toi tu proposes avec Dorian? Alors, moi, je dirais que si je reprends la nomenclature que j'ai expliqué juste maintenant,
Moi, le problème que j'ai identifié, c'est celui que beaucoup de gens ont une idée assez vague de ce qu'est le marketing, la communication, notamment des entrepreneurs et des entreprises de taille intermédiaire, en fait, qui sont les entreprises avec lesquelles on travaille, et qu'ils ont une idée vraiment très vague de ce que ça peut leur apporter. Ils savent que le marketing et la com, c'est quelque chose de bien. Ils savent que dépenser en marketing, en com, ça peut rapporter, mais ils savent pas comment. Et surtout, ils savent pas comment le lier aux problématiques qui sont pourtant très présentes au sein de leur entreprise. Et la solution que je me suis permis de proposer avec Doriem, c'est de réconcilier ces deux choses. C'est d'une part de comprendre que des gens ne savent pas ce que peut apporter le marketing et donc de le leur expliquer. Et d'autre part, de leur montrer concrètement comment le marketing, la communication et les outils qu'on a dedans peuvent leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et donc, c'est pour ça que dans la démarche que j'expliquais, qui est celle de Doriem, il y a un point important qui est de passer d'abord par la stratégie et le conseil. On ne peut pas décemment proposer à quelqu'un des solutions marketing ou de communication s'il n'a pas d'abord compris ce que le market et la com peut lui apporter et s'il ne voit pas ce que ça va concrètement pouvoir donner par rapport au projet ou par rapport à l'objectif que lui-même essaie de poursuivre. Donc il y a vraiment cette partie-là en premier, expliquer le market et la com et montrer en quoi ça peut être utile pour pouvoir atteindre un objectif. Et puis une fois que cette partie-là est comprise, que le client y adhère, alors c'est lui proposer clairement les outils qu'il va pouvoir utiliser pour réaliser ce qu'on a d'abord fait sur un plan, mais qu'il va voir après dans le concret, quoi. Le vrai logo, le vrai site, la vraie pub, la vraie vidéo, le vrai post, tout ce qu'il aura finalement vu dans la stratégie, mais qui pourra toucher ou dont il pourra profiter en vrai. Ok. Et c'était facile de se lancer justement dans ce type de consultation, enfin de, comment dire, de service. Euh, alors, répondre à cette question, c'est un peu paradoxal. Moi, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de très compliqué, Ok. mais je n'avais jamais fait ça avant. Et, Mhm. et je ne sais pas comment tout un chacun peut le vivre. Pour moi, ça a toujours été évident que parce que j'étais passionné par ce secteur-là, j'allais accumuler un maximum de connaissances. Mais Mhm. même au-delà de les vendre, même au-delà de les proposer, je voulais moi comprendre. C'était vraiment ma base. Je voulais comprendre quels sont les outils du marketing, de la communication et du branding notamment, et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens. Une fois que j'ai compris ça, je me suis rendu compte que beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas forcément ou ne connaissaient pas tout ça. Et Mhm. donc, au départ, ça a vraiment été naturel de leur dire, écoutez, je peux vous expliquer, prenons une heure, prenons une demi-journée, prenons une journée, prenons deux, 3 semaines, un mois, je vais vous expliquer parce que vous Mhm. n'avez pas compris. Mhm. Et, et mécaniquement, en fait, les choses se sont faites assez naturellement parce que dès que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ne comprenaient pas et qui ne connaissaient pas et qui étaient curieux d'en savoir plus, j'ai pu proposer mes services de consultant. Et très rapidement, en proposant mes services de consultant et en ayant des gens qui étaient contents d'apprendre mieux ce qu'était le market, la com, et qui voyaient ce que ça pouvait leur apporter, j'ai eu aussi directement des questionnements du style, OK, d'accord, j'ai bien compris, OK, il faut le faire, OK, est-ce que tu peux le faire? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui peut le faire? Ou est-ce que tu peux gérer ça? Voilà. Et donc, très rapidement, c'est créer le besoin de dire, OK, je peux fournir la stratégie, et ben maintenant, je dois avoir auprès de moi des gens capables d'appliquer cette stratégie pour que ce que je propose comme idée et comme concept auquel le client adhère puisse se réaliser dans la réalité. Mhm. Mhm. Intéressant. Par rapport à ce que tu dis justement d'expliquer l'importance d'avoir une bonne stratégie de communication, de marketing. J'ai bénéficié de manière voilà indirecte de tes conseils et ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a vraiment appris pas mal de choses. Et si on peut être un peu plus technique justement, un peu scolaire aujourd'hui, Mhm. pour les gens qui sont aussi un peu pointus, qu'est-ce que Ouais. tu pourrais énumérer comme avantage en fait peut apporter le marketing digital dans une entreprise ou chez un particulier par exemple? Alors déjà qu'on parle d'une entreprise ou d'un particulier, on parle de deux choses différentes. Pourquoi? D'accord. Parce que les leviers que peut utiliser une entreprise ou un particulier ne sont pas les mêmes. Mhm. Il faut bien comprendre que quand on parle d'une entreprise, on parle d'une entité.
Cette entité-là, elle peut être représentée par une personne physique, mais très généralement, c'est une entité qui ressemble à un certain nombre de personnes. Il faut donc en définir d'abord l'identité. Ça, c'est important, c'est la première étape. On n'est pas une entreprise identifiable si on n'a pas d'identité. On ne peut pas se dire particulier si on n'exprime pas sa particularité. Donc, une des phases par lesquelles on doit toujours passer pour une entreprise, en termes de marketing, c'est définir l'identité, la particularité de cette entreprise. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle poursuit comme mission? Quelles sont les caractéristiques et les valeurs voilà, qui la sous-tendent? Qu'est-ce qu'elle essaie d'apporter au monde et fondamentalement à ses clients? Et qu'est-ce qui la différencie de ses concurrents? Il faut d'abord, je pense, passer par cette étape-là pour pouvoir, si on est une entreprise, par exemple, réellement savoir qui on est. Et après, une fois on est passé par cette étape-là, on peut, du coup, s'intéresser à qui sont les clients idéaux, entre guillemets, qu'on essaie de cibler. Qui sont les gens? Quelles sont les structures, si c'est des entreprises aussi, et qu'on parle de B2B? Qui sont les gens avec lesquels on aimerait interagir? Quel est son client idéal, en fait? Il faut arriver à en faire le portrait. Et une fois donc on sait qui on est et on a identifié la structure pour laquelle on travaille et qu'on a identifié le client idéal, tout se fait assez naturellement puisqu'on peut du coup identifier quels sont les meilleurs moyens de convaincre ce client. Et là, ça va aller vers, alors quels sont les canaux marketing à utiliser, quels sont les contenus marketing à proposer pour pouvoir attirer le regard de ce client-là en particulier, quel est le lien qu'il faut créer avec ce client, également, et à la fin, parce que c'est quand même malgré tout à ça qu'on aboutit, quand on sait qui on est, qu'on sait à qui on parle et qu'on sait, entre guillemets, comment s'adresser à lui, il faut aussi arriver à comprendre comment arriver à en faire un client. Et la conversion client est un des aspects du marketing qui est le plus technique, le plus complexe, mais pour moi personnellement le plus intéressant, parce que c'est là qu'on voit les résultats tangibles. C'est là qu'on peut estimer que sur 100 personnes qui vont voir une pub, on va arriver à travers ce slogan-là, ou à travers cette couleur-là, ou à travers ce canal-là, à en convertir 10, 20, 30, 50 en véritables clients. Donc c'est vraiment par ces étapes-là qu'on passe pour une entreprise. Pour un particulier, pour une personne privée, c'est un peu différent parce que on peut, à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de définir en priorité tout ce que j'ai dit pour une entreprise, les valeurs, et cetera. C'est-à-dire que la personne la porte en elle-même. On est chacun d'entre nous une personne unique. On a une manière de parler, on a des passions, on a des préférences, on a des qualités, on a des défauts, on a des tics. Et en fait, la communication ne va pas vous demander, enfin, une bonne communication ne va pas s'atteler à créer un nouveau vous, elle va s'atteler à magnifier ou en tout cas développer ce que vous êtes vraiment déjà vous-même. Et ensuite, comme pour une entreprise, on va réfléchir à qui sont les gens à qui vous voulez vous adresser et les gens avec qui vous raisonnez le mieux. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous rentriez en contact avec ces gens-là le mieux possible? Et si vous avez un service ou un produit à leur proposer, comment arriver à les sensibiliser à l'idée de l'acheter? Donc, de manière vraiment, on va dire par étapes, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que je travaille, pour arriver à augmenter les résultats des clients pour lesquels je travaille, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Ok, super. Et je vais un peu parler un peu de moi dans un sens, c'est que Avec plaisir. à un moment donné, c'est vrai quand tu m'avais proposé aussi beaucoup de choses par rapport à Open Mind, et voilà, on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Euh, bon, par rapport à un aspect où tu te sens un peu, comment tu te sens boosté, est-ce que tu as des entreprises ou justement des sociétés quand tu vois leur communication, tu te dis waouh, comment ils font, est-ce qu'il y a vraiment des modèles que tu as en tête? Euh, alors, je vais essayer de prendre, pareil, essayer de prendre des entreprises et des personnes. Je pense que ça va un peu être facile, mais c'est parce que moi, j'essaie de réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ce résultat-là. Mhm, Et je pense que, par exemple, une entreprise comme Burger King mhm, fait de la très, très bonne communication. Pourquoi? Je vais essayer un peu d'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut comprendre que Burger King, c'est une entreprise qui est arrivée sur un marché du fast-food qui avait déjà on va dire des acteurs réellement établis. En mhm, Belgique, il y avait, Quick, par exemple, et il y avait McDo.
En plus, autour de Quick et de McDo, il y avait, voilà, on le sait dans les grandes villes, plein d'entreprises qui proposent des snacks, etc., etc. Donc, arriver sur ce marché-là, en proposant des burgers, c'était pas révolutionnaire. Je veux dire, Burger King est arrivé sur un marché où on n'avait techniquement pas besoin d'eux. Mais la manière avec laquelle ils ont réussi à se positionner comme étant une boîte à part, et notamment à travers une communication à part, qui est très directe, qui s'adresse vraiment aux consommateurs directement, qui, qui l'interpelle, qui joue avec lui, qui blague avec lui, qui échange avec lui, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une très très bonne stratégie. Parce qu'en fait, on observe que les deux gros acteurs du marché dans lequel Burger King s'est positionné, qui sont Quick et McDonald's, ne parlaient pas aux consommateurs individuellement. Ils parlaient aux consommateurs en général. C'était venez chez nous, nous sommes ceci, Quick c'est le goût, etc. Burger King a une communication qui va vraiment s'intéresser à toi. Toi qui manges le burger, voilà ce que tu penses. Toi qui manges le burger, voici ce qu'on propose. Et cette manière d'angler sa communication que Burger King a fait et réussi plutôt pas mal, que ça soit en Belgique ou en France, moi je trouve que c'est une vraie réussite. Et aussi évidemment le fait d'être très réactif par rapport à l'actualité, qui fait que, en tout cas dans mon domaine, on attend toujours un peu le post ou la campagne de Burger King chaque fois qu'un grand événement arrive. Voilà, ça peut être un premier. Un deuxième, qu'est-ce qui m'a vraiment interpellé, impressionné en matière de com? J'essaie de prendre des acteurs qui sont plutôt proches de nous parce que oui, OK, Apple, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs, enfin, je peux dire tout ça, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir mon avis pour le savoir que c'est des bons communicants. On a simplement à regarder. Je dirais que, alors, c'est pas forcément très bien perçu par le grand public, mais je crois que les gens n'ont pas remarqué que la RTBF, par exemple, a fait un total changement dans son offre numérique, en un peu plus de 3-4 ans. Je m'explique. La RTBF, il y a 4 ans, alors il faudrait voir, c'est peut-être il y a 5-6 ans, c'est peut-être il y a 3-4 ans, j'ai plus forcément les dates en tête, mais la RTBF, il y a, prenons 5-6 ans, c'était vraiment une chaîne étatique, tout ce qu'il y avait de plus classique. Très institutionnel, voilà, très institutionnel, très standard, très old school, si on veut. Et elle a fait un virage qu'elle a distillé petit à petit à travers des outils qu'elle s'est dotée en s'inspirant de ce qui se faisait ailleurs. Il y a d'abord eu Tarmac, qui a réellement chamboulé la manière dont une partie de la Belgique francophone consommait ou voyait certaines cultures, la culture urbaine notamment. Donc il y a d'abord eu Tarmac, qui a complètement voilà, donné une autre vision à la RTBF. Il y a Ovio. Alors Ovio, il y avait la RTBF avait un problème en fait. Ils avaient énormément de contenus télé, vidéo, que ça soit leurs émissions ou alors les contenus qu'ils achetaient très cher, hein, les événements sportifs, les matchs des Diables Rouges, ce genre de choses. Mais il n'y avait aucun endroit où aller les consommer sur Internet. C'est-à-dire que tu les regardais à la télé ou tu les voyais pas. Et le reste que tu pouvais choper sur Internet, c'était des petits extraits que tu trouvais généralement sur le site de la RTBF. Et puis, bah, j'imagine qu'une grosse réflexion s'est faite à leur niveau et ils ont développé Ovio, qui est maintenant une vraie offre numérique de consommation de contenu que détient la RTBF et qui a connu son pic au niveau de la Coupe du Monde. Alors, je pense que c'était au Brésil, je pense. 2014, ouais. Voilà, et qui depuis lors, voilà, a totalement trouvé sa place. Et le dernier, je vais dire, maillon de cette reconstruction des outils de la RTBF, c'est Views. Parce qu'en fait, la RTBF n'avait pas de médias réseaux sociaux. Il y avait la RTBF à la télé, il y avait le site de la RTBF, OK, il y avait Tarmac qui faisait son bonhomme de chemin et qui lui a développé des réseaux sociaux. Il y avait Ovio qui était toujours lié au player de la chaîne télé. Et puis il y a Views qui est né et qui est vraiment cette espèce de, alors c'est très simple de parler comme ça, mais de brut ou combini, ce format un peu très facile à consommer sur les réseaux sociaux, dont devait se doter la RTBF. Et je pense que voilà, les gens n'ont pas vu, parce que ça s'est fait petit à petit, je pense que les gens n'ont pas vu tout le travail stratégique de réflexion et de production d'offres de contenu numérique
mais l'RTBF a plutôt bien fait ça sur les dernières années. Et voilà, si ça peut être noté ici. En tout cas, moi, je l'ai noté et c'est plutôt bien pensé. D'accord, super. Du coup, voilà, en tant que expert dans cela, parfois, est-ce que tu as une espèce de, comment on dit, déformation professionnelle quand tu regardes certaines publicités ou quoi? Alors ouais, c'est un peu, je pense que c'est tous les gens qui travaillent dans un secteur donné, c'est-à-dire que moi, quand je vois une pub ou quand je vois une campagne ou quand je vois une stratégie, je me mets presque à la place des gens qui ont brainstormé pour donner naissance à ça. Je Mhm. je me mets pas forcément, parfois c'est un tort, hein, mais je me mets pas forcément, enfin, je me mets d'abord dans la tête du concepteur avant de le consommer en tant que Oui, consommateur. tout à fait, ouais, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que quand je vais voir une pub ou quand je vais voir, je vais me dire: «Putain, c'est bien pensé» ou «Ah, je l'aurais pas fait comme ça» ou Mhm. «Ah, c'est trop tard, le timing est pas bon» Mhm. ou au contraire: «Ah, c'est vraiment bien fait» ou Mhm. parfois, je me dis carrément: «Ah, ils l'ont copié de là» parce que je vois Ouais, très bien quel, ouais, très bien, ouais. voilà. Mais oui, ça m'arrive tout le temps et je pense que c'est tous les gens qui travaillent dans un domaine qui ont ça. Je pense que toi, dans la médecine, ça doit aussi t'arriver. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pour ça que je voulais parler un peu de moi, mais du côté justement professionnel aussi. Et attends, dans tout ça, tu sais que nous sommes dans une période de pandémie, etc. Qu'est-ce que Oui. tu penses de la communication et de la stratégie de l'État ou des gouvernements? euh, Voilà. Est-ce que tu penses ils ont bien géré ça ou en dehors de tout ce qui est voilà administratif, etc. Gérer le voilà. Qu'est-ce que tu penses de leur stratégie justement de communication? Hem, alors, le souci, c'est qu'elle a été faite en plusieurs fois et qu'elle n'a pas été continuée. Elle a été faite en plusieurs étapes. Mhm, Si on revient au tout début de la pandémie, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez paradoxal parce que tous les experts qui s'exprimaient et on leur a donné beaucoup de tribunes, tous les experts qui s'exprimaient sur les plateaux, hem, étaient parfois, très catastrophistes. mhm, Mais les pouvoirs publics étaient dans un espèce de truc, «Oui, mais vous inquiétez pas, mais ça va bien aller» et par le fait qu'ils aient pris cette stratégie-là au début, ils n'ont fait que jouer la défense par rapport à la manière dont les événements se sont amplifiés. J'en avais parlé un peu, courant du mois d'avril ou du mois de mai. Le fait de dire aux gens: «Voilà, ça va aller» et puis de revenir 15 jours plus tard leur dire: «Bon, ça va pas» et puis de venir 15 jours plus tard leur dire: «Bon, on va tout fermer», votre parole, à chaque prise de parole, est de moins en moins crédible, en fait. mhm, Et mhm, vous êtes du coup, on vous laisse, enfin, on vous sait détenteur du pouvoir, mais on vous laisse de moins en moins être détenteur d'une forme d'autorité, heu, mhm. parce qu'on doute de la clairvoyance de cette autorité. Il Bien y a sûr. eu le psychodrame en France avec la fameuse histoire des masques, où la regrettée Sibeth Ndiaye dit, voilà: «Les masques, ça sert à rien». Ça sert à rien. Bah, elle a tué toute forme de crédibilité publique dès cet instant-là, puisque elle ne pouvait pas dire ça ne sert à rien à ce moment-là, et légitimement après être dans un gouvernement qui oblige les gens à porter le masque. Donc c'est Mhm, normal que quelque part en route elle ait sauté. Donc moi en tout cas ce que j'avais recommandé au départ de la crise, c'est quelque chose qui est un peu le discours martial, quelque chose qu'a fait Trump. Alors, bon, on ne parle pas souvent positif de Trump de ce côté-ci de l'Atlantique, donc personne l'a noté, mais moi, en tout cas, je me suis permis de le noter. C'est-à-dire que devant une crise pareille, ce qui me semble être le plus efficace au niveau de la population, c'est d'être franc et direct. C'est de dire, voilà, nous allons affronter une catastrophe sans précédent. mhm, Nous ne connaissons pas tous les résultats et nous ne connaissons pas l'ensemble des conséquences de ce qui se prépare et de ce qui nous arrive. Préparez-vous. Car l'État se prépare et sera là pour pouvoir faire le maximum afin de préserver vos vies. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux conséquences. Un, on responsabilise la population. On ne les prend pas pour des petits-enfants, à qui on va leur dire vous sortez pas, etc. Non, non, mhm, on les responsabilise tout en leur donnant, en leur faisant savoir que l'État reste là. Et pour le responsable politique qui prend cette parole-là, il se positionne du coup comme chef de guerre.
nous sommes tous face à quelque chose à affronter, je me mets au devant de vous tous en vous disant que ça va être dur, mais qu'on va le faire et que je vais vous y mener parce qu'on va faire tout ce qui est possible et tout ce qui est en notre pouvoir pour vaincre cette pandémie. La transposition facile à se dire, c'est les discours que peuvent faire les combattants avant la bagarre finale dans les films de guerre. Tu vois, on a tous vu des films où il y a un moment le mec qui parle devant toutes ses troupes et qui fait le discours rassembleur, tu vois, de dire on va y aller, on va. Au moment où il fait ce discours, personne ne s'attend à ce qu'il sache tout de ce qui va se passer durant le combat. Oui, tout à fait. Par contre, ce discours-là, il a deux vertus. Il fédère les troupes et les responsabilise, et il le positionne comme un chef de guerre responsable, et à qui on peut du coup déléguer autorité et crédibilité. Mais quand on est dans une position où on n'arrête pas de dire aux gens, vous inquiétez pas, ça va aller, on gère, oui voilà, il y a un peu des morts, mais vous inquiétez pas, machin, et qu'après les morts explosent, on passe pour quoi? À part pour quelqu'un d'incapable. Ouais, clairement. Et c'est ça la première phase de la pandémie que la majorité des gouvernements occidentaux ont eu, en tout cas de ce côté-ci du monde. Ça a été de, pour moi, trop infantiliser leurs habitants. Après, globalement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est tombé, pas dans l'effet inverse, je dirais pas ça, mais que ayant, parce que les mecs sont pas débiles, ayant vu les erreurs qu'ils ont fait, on est monté dans quelque chose d'extrême pour moi, de la politique le terme me revient pas, mais c'est la politique qu'on prend qui permet de dire qu'on va aller vers le moindre mal. Et maintenant, en fait, ça en est même un peu ridicule, puisque les gens ont réellement le sentiment que ça fait 6 mois qu'on les prend pour des enfants. Ils commencent un peu à être fatigués. Je crois que tout ça aurait pu être évité. Alors, ils le font parce qu'ils ne veulent pas avoir de conséquences juridiques. Je parle des responsables politiques. Hein. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas avoir de conséquences juridiques négatives. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils n'étaient pas dignes de leur poste. Mais je pense que tout aurait été plus simple si, dès le départ, ils avaient responsabilisé les gens en leur assurant du maximum de leur dévotion et qu'ils avaient assumé l'idée que nous allons affronter une crise que nous ne connaissons pas ensemble. Et pas nous allons gérer une crise pour vous. Parce que là, au bout d'un moment, des gens se permettent de dire mais j'ai pas envie que tu la gères pour moi. C'est tout ce qu'on voit comme mouvements qui sont contre le port du masque obligatoire, par exemple. Ok. Ouais. En tout cas, c'est ma lecture des événements. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors on va un peu pas changer de sujet, mais on va quand même un peu, comment on dit, bifurquer sur cet aspect de la pandémie et par rapport à ton travail. Est-ce qu'il est plus difficile maintenant de trouver une stratégie dans ce temps de comment dire, hyper présence au niveau des réseaux, ou ça n'a rien changé? Est-ce qu'il faut vraiment devenir, ouais, il faut, je m'explique, c'est que par exemple, tout ce qui est, on a beaucoup de live Facebook, on a beaucoup d'informations sur les réseaux et tout ça. Est-ce qu'il est plus facile, il est plus difficile justement de sortir du lot maintenant, ou ça n'a rien changé? Oui, mais j'ai envie de dire ça n'a rien changé parce que en fait, tout média, tout canal média arrive toujours à un moment à un point de saturation. Je veux dire, il était plus facile de payer des Google AdWords il y a 15 ans que d'en payer maintenant. Il était plus efficace, ou en tout cas, le retour sur investissement était plus facile à obtenir avec des pubs Facebook il y a 5 ou 6 ans qu'aujourd'hui. Il était plus facile d'accumuler des followers sur Instagram il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Mais si tu remontes à la genèse, il était super facile de se démarquer il y a 20 ans quand tu avais juste un site web. Donc, tu es toujours tributaire de la démocratisation d'un canal. Évidemment qu'avec la pandémie, des tonnes et des tonnes d'entreprises se sont réveillées en se demandant qu'est-ce qu'elles avaient bien pu faire comme travail pour numériser leur activité. Et dans l'urgence, elles ont foncé dedans et elles ont fait souvent plus de la quantité que de la qualité. Ça veut dire qu'elles ont ouvert des comptes réseaux sociaux partout, elles ont multiplié des posts, elles ont multiplié des lives, elles ont toutes, ou à peu près toutes, réfléchi à la perspective de créer des e-commerce et de faire de la pub, qu'elle soit sur Facebook, sur Google ou sur d'autres canaux. Mais à la fin, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui l'auront le mieux pensé.
pas ceux qui auront le plus dépensé. Donc, quelqu'un comme moi, dans cette perspective-là, il y a 2 choses à se dire. Un, il y a peut-être moins un travail à faire en termes de conseils et de sensibilisation à l'intérêt d'utiliser des outils numériques parce que la pandémie l'a montré et démontré à tout le monde. Donc, quelque part, tout le monde a un peu compris ce que je prétendais ou ce que je disais à certains il y a quelques mois ou quelques années. Très bien. Mais de l'autre, parce que tout le monde s'y lance sans réellement comprendre, ceux qui auront la meilleure stratégie seront mécaniquement ceux qui vont sortir du lot. Donc, dans mon travail, quelque part, la circonstance ne change rien. C'est difficile de démarquer, mais c'est pas plus difficile maintenant qu'il y a 2 ans. C'est juste différent de se démarquer maintenant qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il fallait principalement faire certaines choses qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire différemment ou autrement. Donc voilà, il y a toujours des perspectives. Et puis, ce qui est bien, c'est que moi, en tout cas, dans mon domaine, je réfléchis toujours à next step, la nouvelle vague, la nouvelle tendance. Parce qu'il y en aura toujours et il y en a toujours eu. Quand un média, quand un canal, quand un outil est utilisé à l'excès, se crée le moyen ou se crée un nouveau canal dans lequel, que certains identifient, dans lequel certains se jettent et qui va profiter à ceux qui l'auront compris plus vite ou qui s'y seront lancés plus intelligemment. Je t'apprendrai rien en te parlant par exemple d'un réseau social qui s'appelle TikTok actuellement, qui n'existait pas, ou en tout cas pas comme ça, il y a 1 an. Eh ben voilà, TikTok offre de nouvelles perspectives en fonction de la réflexion et de la stratégie adoptée à énormément d'entreprises. Aussi, parce que les gens le voient que d'un côté. TikTok offre de nouvelles perspectives d'entreprise, de nouvelles perspectives de création, par exemple, pour les entreprises. Parce que les entreprises l'envisagent comme un canal. OK? Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que TikTok n'a jamais eu autant d'utilisateurs qu'aujourd'hui. Ça veut dire que TikTok est aussi penser sa communication, c'est aussi savoir qu'en se mettant sur TikTok, on s'adresse à des millions de gens désormais. Et donc, ce qu'on avait l'habitude de lancer que dans d'autres canaux pourrait avoir de meilleurs résultats ou de plus grands résultats en ajoutant TikTok. Je prends cet exemple-là parce que c'est un parmi d'autres. Mais voilà, toujours comprendre que certes, les canaux pas saturent, mais se remplissent d'acteurs, mais les gens qui consomment sur ces canaux sont également plus ouverts à ce qu'ils peuvent y trouver. Il y a 20 ans, ça n'existait pas il y a 20 ans. Il y a 15 ans, faire une vidéo YouTube d'1 heure, c'était inenvisageable. Parce que les gens regardaient des vidéos YouTube de 30 secondes, de 20 secondes, de 1 minute. Donc, toute vidéo ou tout concept vidéo qui durait plus de 40 secondes était inutile sur YouTube. Mais maintenant, parce que des millions de gens regardent plus YouTube que la télé, tu peux te permettre de créer du contenu qui dure 1 heure. Et tu sais que les gens vont le regarder. Donc, YouTube évolue et offre de nouvelles perspectives à une entreprise, mais le fait que plein de gens consomment YouTube offre aussi de superbes perspectives à ceux qui utilisent YouTube. Et c'est vraiment ces 2 aspects-là qu'il faut toujours avoir en tête. Ok, super. Et qu'est-ce que tu pourrais donner justement comme conseil à un entrepreneur qui hésite à se lancer? Je vois que tu as vraiment le mot très positif de se dire, bon, dans chaque crise, il y a toujours des opportunités. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un entrepreneur qui est en train encore de se poser des questions? Ce que je peux dire à un entrepreneur qui se pose des questions, c'est de garder ses questions, mais de ne pas y répondre tout seul dans sa chambre. De laisser le marché lui offrir les réponses et donc de se lancer. Il aura les réponses. Mais l'erreur qu'on fait parfois quand on veut se lancer, c'est qu'on fait les questions et qu'on cherche les réponses soi-même, dans sa chambre, ou sur sa table de bureau, ou dans sa voiture, ou dans sa douche. Alors que toutes les réponses que tu te poses, en fait, le marché va te les donner. Est-ce que ton produit est bon ou pas bon? Tu n'as pas besoin de te demander si c'est le cas. Les gens vont te le dire. Si c'est bon, ils vont te le dire, ils vont te l'acheter. Si c'est de la merde, ils vont te le dire, personne ne va l'acheter. Mais le jour où tu auras la réponse, tu n'auras plus besoin de te poser la question. La question que tu dois te poser, c'est comment faire pour l'améliorer si c'est de la merde et comment le vendre à plus de gens si c'est un bon produit. Donc, c'est le marché qui te propose des réponses à tes questions. Et souvent, alors c'est un terme que j'aime bien, l'overthinking, le fait de surpenser trop de choses, en fait, te frise dans une position où tu envisages toujours le pire. Parce que quand tu n'as pas trop confiance en toi, chaque question que tu te poses, c'est le pire scénario que tu imagines.
Ouais, mais si mon idée est pas bonne. Ouais, mais si mon logo est pas beau. Ouais, mais si mes prix sont mal pensés. Ouais, mais si ce que je propose ne marche pas. Oui, oui, d'accord. Mais c'est pas toi qui doit te demander si ça va pas marcher ou pas. C'est le marché qui te le dira. C'est les gens. Lance-le. Tu vas faire de la merde, cool. Tous les gens qui ont fait des trucs bien ont d'abord fait des trucs de merde. Et c'est les gens qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui qui ont le plus testé leurs idées d'avant sur le marché. Pas dans leur chambre, pas dans leur douche, pas avec leurs proches et leurs copains, parce que ça aussi, c'est pas forcément très. Enfin, ça peut aider, mais c'est souvent plus un problème qu'autre chose. Euh, j'ai souvent tendance à me dire pourquoi. Alors attention, hein, immense respect aux proches et aux amis, etc. Mais je me positionne et je prétends. Enfin, je prétends. Je suis dans une position où je suis mécaniquement un entrepreneur. D'accord. Je me pose une question. D'accord. Je demande des conseils. Et je demande des conseils à des salariés. Pourquoi est-ce qu'ils vont me donner une réponse pertinente? Si je veux une réponse qui a un peu de sens en tant qu'entrepreneur, soit je teste le marché, c'est la meilleure des solutions, soit je demande à des entrepreneurs. Et 9 fois sur 10, ils sont déjà passés par le même type de questionnement, ou alors ils vont vous encourager à tester par le marché. Donc en fait, c'est tout ce que je peux conseiller à quelqu'un qui a en lui, je pense, une idée, une ambition liée à l'entrepreneuriat. Laisse le marché te répondre. Parfois, ça fait mal, parce que le marché te dit que tu fais de la merde, mais tu gagnes du temps. Parce que si tu t'étais posé la question dans ta chambre, tu aurais repoussé le moment où tu aurais su que ton produit, c'est de la merde, en fait. Et quelle est ta définition de l'échec? Ça fait partie du processus de réussite. Ok. Et quand toi tu l'as vécu, comment tu fais pour te relever? Comment on fait pour se relever après un échec? Alors, ça serait mentir de dire que l'échec, ça fait rien. Enfin, Mhm. peut-être qu'il y a des gens à qui ça fait rien et je les envie, mais en tout cas, moi, je suis ainsi fait que l'échec me fait quelque chose. Mais je dirais que plus j'avance, moins je perds de temps entre le moment où j'encaisse l'échec et le moment où je réagis pour repartir à l'attaque. C'est-à-dire qu'au début, un échec, c'était vraiment un petit deuil, quoi. Je pouvais prendre plusieurs heures, plusieurs jours pour l'encaisser. Overthinking, me demander mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi. Et avant d'enchaîner dans le next move. Mais quand tu comprends que tout ce que j'ai finalement réussi à faire dans ma vie a été le résultat de plusieurs échecs, en fait, tu te dis, bah, si j'échoue aujourd'hui, bah, je vais pas prendre 3 jours à me demander et à m'apitoyer, parce qu'en fait, je décale le moment où je vais réussir. Puisque je vais réussir. Mhm. Je foire, je merde, ça marche pas, bah, j'enchaîne pour faire un autre truc, pour voir si ça va marcher. Et si ça marche pas, bah, j'enchaîne avec un autre truc et j'améliore, et petit à petit, jusqu'au moment où, ah, ça ressemble à une forme de réussite. Bon, bah voilà. Donc l'échec, c'est un processus, enfin, c'est une étape dans la réussite, toujours. À condition de comprendre les raisons de l'échec, évidemment. Bien sûr. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et par rapport au marketing digital, etc., est-ce qu'il y a une prédominance par rapport à la culture? Je m'explique dans le sens, tu feras pas la même stratégie de com pour un public africain, si je peux dire ça comme ça, et un Mhm. public occidental. Quelles sont un peu les différences entre ce style de stratégie? Alors déjà, c'est évident que tu fais pas ta com pareil parce que tu ne parles pas aux mêmes gens. Si Mhm. tu te rappelles ce que j'expliquais, la première étape, elle est d'abord de comprendre qui on est, mais très rapidement, la seconde, c'est de cibler et de comprendre à qui on va s'adresser. Et tu ne t'adresses pas à un Belge, à un Français, à un Italien de la même manière que tu t'adresses à un Sénégalais, un Congolais ou un Rwandais. Mhm. Ça n'a à peu près rien à voir. Hem, alors qu'est-ce qui va faire les différences? D'abord, c'est les canaux. Je veux dire que les gens, si on parle de communication, les gens ne consomment pas la communication sur les mêmes canaux. Mhm. Heu, heu, voilà, tout simplement. Il y a des cultures dans lesquelles, la télé a une place particulière, la radio, internet et même dans internet, les réseaux sociaux, internet par mobile, internet par, salut Claude. Les réseaux, internet par mobile, internet par,
enfin voilà, il y a 45, il y a différentes manières de consommer Internet. Donc, la première question que tu vas te demander, c'est, OK, quels sont les canaux préférentiels de ce public-là? Et en Europe et en Afrique, on ne consomme pas la communication sur les mêmes canaux. Ensuite, quand tu as compris les canaux, tu dois aussi comprendre les codes qu'utilisent les gens qui consomment cette communication. Comment se construisent les codes? Bah, c'est un peu un mix entre la culture, entre les choses auxquelles les gens sont exposés tous les jours, leurs référents en termes de personnes. Heu, si tu as une énorme star dans un pays, bah, c'est bien de comprendre que cette star-là fait partie des codes de ce pays et qu'il faut du coup construire la communication que tu envisages de faire en tenant compte de cette star-là ou en tout cas des codes qui sous-tendent ou qui entourent cette star-là. Mhm. Mmh. Donc entre l'Europe et l'Afrique, bah, voilà, tu dois réellement réfléchir ça. Quels sont les canaux? Quels sont les codes? Et après que tu as compris les canaux et les codes, tu essaies d'aller prendre, mais réellement dans l'actualité ou dans l'âme ou dans l'esprit de la culture du pays ou de la zone ou de la personne, tu essaies d'aller prendre vraiment ce qui ne va parler qu'à eux. Et c'est Mhm. et plus tu vas parler spécifiquement à quelqu'un, plus les effets de conversion vont être grands. Je donne un exemple rapide. Hem Beaucoup de je vais prendre une marque. Ouais, je vais prendre une marque parce qu'elle a fait un peu l'actualité ces derniers temps. Je ne sais pas si tu connais Winamax? Winamax, ouais, ouais, ouais. Ouais. Winamax, c'est une entreprise de paris, Mhm. mais qui a réellement décidé de n'attaquer le marché que des, alors je vais le faire très simple, très gros, pardon si les gens le voient comme un cliché, mais bon, quelque part, à un moment, il faut exprimer des concepts complexes en très peu de mots. Ils ont décidé de cibler principalement les parieurs qui habitent en cité. Très Mhm. clair, ils parlent aux parieurs qui habitent en cité. Mhm. Donc, dans les codes qu'ils utilisent, ils vont utiliser des canaux qui parlent à ces gens-là. Ils Mhm. vont utiliser des référents qui parlent à ceux-là et ils vont utiliser des référents qui parlent à ceux-là et ils vont aller dans les référents les plus spécifiques. Et regarde ce qui se passe quand des gens qui n'ont pas les codes ont affaire à une communication qui est expressément ciblée. Winamax a fait une pub il y a une petite semaine, je pense, autour de PNL. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Peut-être, continue peut-être, ça me dit. Pour Ouais. pour faire simple, en fait, ils ont pris une chanson de PNL. D'accord. Et ils ont mis cette chanson de PNL avec la finale, avec pardon, les 2 clubs français qui étaient Lyon et PSG. D'accord? Mhm. Ils ont pris une rime ou une chanson de PNL et ils ont remplacé les acteurs de cette rime-là par les clubs PSG et Lyon. D'accord? Mhm. Mhm. Si tu es un client, une cible de Winamax, tu as directement compris. Tu Mhm. sais qui est PNL, tu sais quelle est la chanson, tu connais le PSG, tu connais Lyon, communication parfaite. Ok. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas PNL, qui ne comprennent pas la référence à la chanson et qui Mhm. ont vu ça comme quelque chose d'insultant. Mhm. Résultat, Winamax, pardon, s'est fait traîner dans la boue, notamment sur Twitter, par des tonnes de gens qui n'ont pas compris, en fait, Mhm. le message de Winamax. Sauf que regarde ce que ça a eu comme effet. Ça a décuplé le résultat de la campagne chez la cible de Winamax. Mhm. Puisqu'en fait, les gens qui habitent mécaniquement, pour faire très simple, les cités, ont vu que des gens qui n'y habitent pas n'avaient pas compris le message. Et ils se sont accaparés Winamax comme étant une marque à eux, Voilà, ouais. comme étant un message pour eux, une Mhm. idée un peu que vous pouvez pas comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Tu enregistres mécaniquement des taux de conversion de dingue à ce Ouais. niveau-là. Parce que les gens qui sont la cible de Winamax ont particulièrement compris le message et voyant que d'une grande part de la population n'avait pas compris ce message, ils se sont comme recroquevillés autour de Winamax comme si c'était une marque à eux. Mhm. Et donc ça sous-tend bien l'idée que je te disais, qui est que plus tu fais un message ciblé pour une partie très très précise de la population, plus Mhm. les taux de conversion sont bons, parce que cette partie de la population reconnaît que tu ne t'adresses qu'à eux, pas Carré, à d'autres. c'est ça. Et quand tu as l'impression, pardon, qu'une marque te parle à toi, tu en fais presque, un membre de ta famille. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est très important, très intéressant. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'allais bifurquer sur le thème du sport et spécialement du foot, juste avant que tu parles de Winamax, des paris, etc. Mmh mh. Euh, alors,
tu aimes le foot, j'aime le foot. Yes. Et je vais te poser une question, ça va te faire rire. Bah, je crois que ça va être vraiment très intéressant pour tout le monde. Dis-moi. Qu'est-ce que tu donnerais comme stratégie de communication pour le Barça après avoir été humilié à ce point-là? Pas mal. Pas mal. Quelque part, sans le vouloir, ça a déjà un peu été initié par Piqué Ok, dans son interview d'après-match. En fait, grosso modo, quelle est la critique qui est faite globalement au niveau du Barça? C'est que c'est un club qui a oublié un peu le terrain et fait un peu trop de business. d'accord. Globalement, la sanction qu'ils ont eue, le 8-2 contre le Bayern, est venue un peu donner corps à quelque chose qui traînait un peu. Voilà. Que le Barça, il faisait pas vraiment bien ses transferts, pas pour de bonnes raisons. Il y avait des histoires d'agents, il y avait des histoires de com. Est-ce que c'est vraiment bien pensé cet effectif? Parce que mécaniquement, il y a des joueurs qui ne devraient pas être là, il y a des joueurs qu'on devrait plutôt prendre, il y a des profils qu'on a pris plus pour le marketing que Mhm. réellement pour des. Enfin bref, la critique, c'est que le Barça est devenu plus une entreprise à cash qu'un club à la culture footballistique. Bien Bah, sûr. une très bonne manière de se sortir de ça, c'est de remettre des acteurs qui sont connus pour leur sens purement footballistique. En gros, de mettre en avant, de donner la parole, de donner le micro à des gens dont tu peux pas douter du fait qu'ils sont d'abord là pour le foot. Ouais, 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 ouais. Un mec comme Xavi, et c'est d'ailleurs pour ça que il se présente, si ma mémoire est bonne, soit comme coach, soit comme président, je ne sais plus exactement. Mais un mec comme Xavi, il est ça, il incarne ça. Mhm. C'est-à-dire que le Barça aujourd'hui, pour redorer son image, doit redevenir un club qui est d'abord connu pour sa culture foot, plutôt que pour ses frasques, pour ses salaires, pour ses contrats et pour ses Mhm. transferts. Mhm. Mhm. La Masia remplissait ce rôle-là. Parce que la Masia était réellement le meilleur moyen de dire qu'on est un club différent. Nous, Mhm. on n'achète pas les joueurs, on les forme. On les forme, ouais. Le fait de ne pas avoir de sponsor maillot était aussi un peu ça. On n'est pas Mhm. un business, nous, on est un club qui a des valeurs. Et c'était le cas les premières années. Je pense qu'ils ont commencé d'abord à mettre UNICEF, je pense, au début sur leur maillot. Ouais, ouais. Voilà. Et tout, en fait, tout était cohérent dans cette idée qu'on est d'abord un club qui a une culture foot, qu'on est d'abord un club qui a une culture, en fait, et que notre culture, c'est pas les billets, c'est réellement la Mhm. passion. Mhm. Aujourd'hui, un peu, le Barça, si je te dis. Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui ne comprendrait pas le foot, mais qui verrait ce qui s'est passé les 2 dernières années au Barça et au Real, voit pas de différence de culture entre ces deux clubs. Et c'est même Mhm. un peu paradoxal parce que c'est plutôt le Real, à travers Zidane, qui a développé un peu ce côté club, culture du jeu, culture de Mhm. l'équipe, tu vois. Mhm. Le Barça a complètement abandonné ça. Donc, pour pouvoir en gros sortir de leur crise, un des vecteurs, et ça sera évidemment pas le seul, un des vecteurs, ça serait de redonner les clés à des gens qui sont connus pour leur côté foot Mhm. et de leur donner beaucoup la parole. Que ces Mhm. gens-là s'expriment. Et que ces gens-là expriment enfin, aient un pouvoir décisionnel. C'est-à-dire qu'on voit un Pouyol parler, dire ce qu'il pense du Barça, comment il voit le Barça, mais que ce Pouyol-là, dans les 6 à 1 an qui suivent une déclaration, puisse avoir le droit de réellement peser sur une décision. Et là, Mhm. on verrait la cohérence. On se dirait, ah, ok, le club est revenu entre les mains de gens qui aiment le foot. Mhm. Tu vois. Parce Ouais. que c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Abidal. Ils ont mis Abidal directeur technique, mais quel transfert, tu as eu le sentiment que ça répondait à ce que Abidal est censé incarner? Mhm. C'est ça. Ok. C'est pas que je vais couper court à cette conversation parce que on aime tous les deux le foot, pour ceux qui ne comprennent pas, mais c'est vraiment pour illustrer en fait, si vous voulez, l'importance même du marketing, de la communication, et ça se trouve partout. Ça se trouve vraiment partout, et c'est très important d'incarner, comme tu l'as dit, une image, une mentalité, une pensée, une ADN. Et je vais juste terminer sur ces deux exemples-là. Par rapport justement au Barça, et on va mettre Barça vs Bayern. Vous savez que sur les maillots, un des seuls clubs au monde, enfin il y en a peut-être deux ou même deux ou trois, le Bayern c'est un des seuls clubs qui met le nom du club au-dessus et Mhm. le nom du joueur en bas.
Ouais, tout à Alors fait. pourquoi? C'est pour bien montrer, bien signifier aux gens, aux joueurs, à toutes les personnes qui regardent que l'institution est au-dessus de l'individu. Et ça c'est déjà une marque de voilà, c'est leur marque, c'est leur ADN. Et après, comme on l'a dit, par exemple pour le Barça et le Real, pour ceux qui savent pas, bon, Barça et le Real, c'est deux clubs qui sont rivaux. D'accord. Historiquement, le Real c'était le club des riches Mhm. et le Barça c'est le club des travailleurs. Maintenant, comme tu l'as dit, on ne voit plus la différence d'ADN. C'est vraiment devenu deux clubs qui sont très business. Et tu as vraiment répondu vraiment très bien à la question, justement, de savoir qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place. C'est justement de redonner voilà, cet ADN de club formateur, de gens qui veulent aller, qui jouent au foot et pas juste des businessmen. Donc vraiment, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment, je veux vraiment souligner l'importance du marketing, et de la communication, et on trouve ça partout. Et juste dernier point, tu l'as cité aussi avec Zidane. Zidane et l'entraîneur, l'ancien entraîneur justement du Barça, ils avaient les chaînes espagnoles montraient en fait la différence entre le coaching. Si vous voulez, Zidane c'était quelqu'un qui était très rassembleur. C'était la personne dès qu'il disait un mot, voilà, tout le monde se réunissait, il donnait les conseils. Et de l'autre côté, l'entraîneur du Barça, lui, il savait pas à qui aller parler. Il était là, il regardait. Et donc voilà, c'était ça aussi la différence. Et je pense que voilà, justement, la communication, c'est quelque chose de très important, justement, pour l'entreprise, même en interne et à l'extérieur. Donc voilà. ça, c'est, ça, c'est notre kiff, tu vois. C'est vraiment intéressant. Ouais. Non, je plus sois totalement en rajoutant un seul aspect. Vas-y. Pourquoi la communication est un domaine qui trouve allez, qui trouve son levier dans tous les domaines, simplement parce que nous sommes des êtres humains et que les êtres humains sont des êtres sociaux. Et que Mhm. la communication, c'est finalement très simple. Mhm. C'est l'art de passer des messages et mettre des gens en action. Mhm. Et quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, à un moment ou à un autre, vous avez envie de passer des messages. Et si vous faites du business, vous avez envie quelque part que des gens puissent se mettre en action vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre produit. Donc c'est pour ça que la communication est pour moi indispensable dans à peu près tous les domaines de la vie humaine, en tout cas. Mhm. Génial. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi bien personnellement que niveau de ton entreprise, etc. Waouh! Alors personnellement, la santé d'abord, Yes. surtout en ce moment. Je pense que j'apprendrai rien à personne en disant que la santé, c'est quelque chose de très fragile, on s'en est tous rendu compte. À titre personnel, dans mon entourage proche, pardon, on l'a encore vu et on l'a ressenti encore plus intensément dans notre chair. Mhm. La santé, c'est précieux. Ne pas l'avoir ou en manquer, ça peut tout changer et parfois ça peut même aller jusqu'au pire, c'est-à-dire à perdre la vie. Donc, personnellement, s'il y a quelque chose à me souhaiter, c'est d'abord et uniquement la santé. Après, au niveau du business, disons que le plan, la vision que je porte est assez claire. J'aimerais qu'elle se, comment je vais dire ça? Enfin, j'aimerais qu'elle se réalise en fait au quotidien. Mhm. Euh, des projets sont en cours, des choses sont mises en place. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous allez sur notre site internet www.doriem.com, il est en reconstruction. Donc, on aura un tout nouveau site à peu près à la rentrée, pardon. Mhm. Et voilà, il y a d'autres projets sont dans ce sens-là, de nouvelles approches, des produits spécifiques. Donc voilà, pas mal de choses sont lancées. Ils participent à quelque chose que je me suis permis d'envisager comme vision à moyen et long terme. Tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cette vision se matérialise, se réalise et qu'elle ait tout le succès que j'ambitionne qu'elle ait. Voilà. Magnifique. Et vraiment, on te souhaite le meilleur. On te souhaite de rester toujours aussi accessible, toujours aussi, comment dire, pertinent, parce que tu as vraiment dit beaucoup de choses pertinentes. Et comme je voulais vraiment le mettre en avant, toutes les questions que je t'ai posées, tu les as eues sur place et tu as vraiment admirablement bien répondu.
tu as permis que certaines personnes comprennent l'importance justement de la communication, du marketing, de tout ce qui est vraiment stratégie pour une entreprise ou tout simplement pour la personne. Je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation et d'y aider. Non, merci. Mais franchement, tu m'honores encore une fois. Et tu étais le premier que j'ai contacté. Mais malheureusement, tu es dans les derniers qui passaient. Donc, je te remercie pour la patience. Je te remercie vraiment pour cette énergie, ce dynamisme. Et vraiment, on te souhaite vraiment le meilleur à Doriem, à la famille, à ton épouse, dans tout ce que tu entreprends. On est vraiment fiers de toi et très content de voir ce que tu fais. Je t'écoute. Voilà, après, si tu me laisses la parole, à mon avis, on tend vers la fin. Merci à toi. Merci à toi. Je le dis du plus profond de mon cœur, j'ai pas d'intérêt particulier à te frotter la manche, mais voilà, pour les gens qui suivent le live, qui connaissent Christian ou qui suivent un peu ce qu'il fait, moi, Christian, on se connaît depuis qu'on est tout petit, vraiment. Alors, on a chacun nos parcours de vie, on s'est toujours, je pense, un peu regardé et inspiré l'un l'autre dans ce qu'on faisait. Mais je suis très, 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 très heureux de voir ce que tu fais, ce que tu inities, ce que tu lances, ce que tu crées. Comme on l'a dit tantôt, tout ne marche pas tout le temps, tout ne marche pas tout de suite, mais tu as un mindset que j'admire qui est celui voilà, de retenter, de relancer, de continuer, de produire, d'avancer. C'est un truc génial. Et pour ça, moi, j'ai absolument aucun doute quant au fait que ça ira le plus loin possible. Parce que c'est que les gens qui ont ce mindset-là qui arrivent le plus loin possible. Donc, félicitations, continue ce que tu fais. Je serai toujours très heureux de participer à tes initiatives, quelles qu'elles soient, parce que j'apprends beaucoup aussi. Moi, je regarde les lives que tu fais avec les autres gens aussi. Et j'apprends beaucoup. Je te souhaite que le meilleur. Je serai si une prochaine occasion le permet, je serai de nouveau très heureux d'être ton invité. Peut-être que tu le seras dans une des créations de contenu que je ferai dans les prochains mois. On en reparlera. Ok. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là, toujours un plaisir de discuter avec toi et merci encore de l'invitation. C'est du fond du cœur. Super, merci beaucoup Rémi. On a été très très content de t'avoir, on a appris beaucoup de choses. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc je répète toujours, likez les publications, partagez, likez la page Facebook, la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous, ça peut toujours inspirer quelqu'un, ça peut l'aider à rentrer dans sa destinée, ça peut lui permettre, comme Rémi l'a dit, vraiment d'apprendre. Même si on n'est pas arrivé, mais ça nous apprend justement des nouvelles façons de voir des personnes inspirantes et qui peuvent vraiment nous apporter le meilleur. Et comme on dit, le meilleur est à venir. Toujours. On vous remercie vraiment du fond du cœur et on se retrouve très très bientôt. Et à très très encore une fois bientôt. Merci pour votre présence et votre temps que nous avez accordé si gentiment. Merci beaucoup, bonne soirée. Salut Rémi, salut tout le monde.